Voilà, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et de vendredi à partir des 16 heures juste. Bienvenue, nous continuons toujours avec ce sujet, élection de gouverneurs et des sénateurs. Plusieurs candidats ont dénoncé la corruption. On se pose des questions, que pouvions-nous attendre réellement de ces élus? Et puis nous allons parler aussi sur la révision de la Constitution. Nous avons Madame Anne-Marie Makombo, elle est présidente du parti de l'ALIDEC. C'est avec elle que nous allons débattre sur ce sujet. Au cas où Maître Zormabel viendra. Madame Anne-Marie, bonsoir. Bonsoir, Minuska. Je suis présidente AI. AI. Oui. Et voilà, merci pour la précision. Comment allez-vous? Ça va. Malgré tout ce que nous avons connu dernièrement, à cause de toutes ces élections, les élections des sénateurs. D'ailleurs, c'est notre sujet principal. Mais j'aimerais un peu que vous répondiez à cette question. 6 mois déjà, pas de gouvernement, presque 6 mois, pas de gouvernement, aucune institution qui est mise en place. Comment vous voyez le pays? À quoi ressemble la RDC? La RDC ressemble à la RDC, comme ça a toujours été. Donc, je dirais que effectivement, c'est pas du tout encourageant, surtout pour le peuple. Moi, je viens de l'arrière-pays et le peuple s'impatiente. Trouve qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils comprennent pas comment il n'y a pas de gouvernement, comment on ne s'occupe pas d'eux, parce que c'est le gouvernement qui est censé maintenant s'appesantir, voir les problèmes de la population. Donc la population se sent abandonnée, trahie. Ils se disent que nous avons voté et maintenant, ce n'est plus 5 ans, c'est pratiquement 4 ans et demi qui restent. Et nous ne voyons rien, notre situation ne s'améliore pas. Au contraire, ça fait que s'aggraver encore plus. Qu'est-ce qui bloque? C'est le FCC toujours? C'est Moïse Katumbi? C'est Martin Fayulu qui bloque? Non, ce n'est pas du tout ça. Nous sommes plus du tout ça. C'est plus du tout d'actualité. C'est presque 6 mois déjà. Il y a eu l'investiture, il y a eu les élections sont passées. La Cour constitutionnelle même déjà avait tranché, mais il n'y a pas de gouvernement. Qu'est-ce qui bloque? Il n'y a pas de gouvernement tout simplement parce qu'il n'y a pas de bureau à l'Assemblée nationale. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui doit investir le gouvernement. Et puis, bon, il y a les tractations entre les partis politiques. Vous savez, maintenant, la politique au Congo, c'est triste à le dire, c'est plutôt un business. Les partis politiques, les présidents des partis politiques, la majorité créent des partis politiques. C'est vraiment un business maintenant. Donc, ils sont là en train de tergiverser pour donner les candidats qui doivent être des futurs ministres. Donc, puis il y a aussi l'éternel problème de la guerre à l'Est. Le président est absent du pays, mais disons que le président est absent du pays, d'accord, mais nous avons un premier ministre, une première ministre qui doit faire le travail. Donc, mais les partis politiques vont vraiment traînent la patte. Mais le comble aussi est que c'est Kabouya qui a été nommé informateur et formateur du gouvernement. Après avoir fini les travaux, la première ministre est nommée, mais on la voit encore faire les consultations. Oui, c'est vrai. La machine, elle est très lourde. C'est pour ça, c'est une des raisons aussi pour laquelle il faut revoir vraiment notre constitution. La machine est trop lourde. On ne peut pas avoir plusieurs étapes pour avoir un gouvernement. Nous avons trop voulu copier dans cette constitution ce qui se passe à l'extérieur. Nous devons avoir notre façon à nous de faire pour que les choses aillent plus vite. Donc, regardez déjà dans les autres pays d'Afrique, là où il y a eu des bouleversements, mais ils sont déjà en train de travailler. Maintenant, il y a des gouvernements, tout ça. Tout à fait. Un coup d'État. Tout à fait. Les lignes ont bougé. Malheureusement, par contre, nous, un pays, un président qui est élu démocratiquement, les choses ne marchent pas. Tout est bloqué. Ouais. Donc, c'est regrettable. Il faut que ça puisse motiver le président à aller plus vite parce que vraiment, moi, je viens faire l'ambassadrice du peuple à l'arrière du pays. J'y étais. Vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut faire vite. Madame Anne-Marie Makombo, présidente ad intérim de la LIDEC, vous étiez candidate sénatrice
Où c'est? À Kalemi? Non, Lomami. Lomami. Comment ça a été? Plus précisément, ça s'est passé dans la ville dans le territoire de Cabinda. De Cabinda. Oui, Okay. Cabinda, dans la Lomami. Non, c'était lamentable. Vous pouvez nous raconter la manière dont c'est s'est passé? c'est l'argent qui a circulé, hein, il fallait l'argent. Sans argent, vous n'avez rien. Par exemple, nous devions faire un discours, contacter les députés provinciaux qui sont les grands électeurs. Et d'ailleurs, mon discours a été vraiment ovationné. Tout ça, quand j'ai parlé, j'étais vraiment ovationné. Mais ils m'ont dit après, mais madame, nous, on n'a pas besoin de discours. On a besoin d'autre chose. Autre chose, c'est l'argent. Les Katukubianza. C'est ça, donc je me suis retrouvée bloquée. Vous avez beau leur certifier, parce que je me dis, il ne faut pas voter quelqu'un comme ça pour voter. Regardez son passé. Si la personne a déjà eu à travailler dans le pays, faites des enquêtes, voyez le passé de la personne, voyez à qui vous avez affaire. Mais non, vous voyez par exemple des anciens dignitaires de là, si on peut encore les appeler des dignitaires, qui n'ont absolument rien fait dans la province. La province est dans un état vraiment de délabrement, mais qui se voient voter massivement parce que ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Donc voilà quoi. C'est ça la moralité de nos députés que nous avons mis en place, nos députés provinciaux. Ce qui m'étonne, la même pratique, le même système a été décrié par le pouvoir en place hier à l'opposition. Mais qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? L'union sacrée au pouvoir, on retrouve la même bêtise, permettez-moi de le dire. Mais ça a été décrié. Vous avez demandé combien? Parce qu'ici, selon certaines informations, les députés provinciaux ont demandé 80 000 $. Plus non, moi personnellement, c'était 25 000 $. 25 000 $. 25 000 $. Et s'il faut donner à 3 députés provinciaux, donc c'est 25 000 $ fois 3. Donc c'est 25 000 $. Voilà, c'est ça. C'était 25 000 $. Mais il faut remarquer une chose aussi, ça a été décrié, c'est vrai, mais les Congolais restent les Congolais. Et puis la majorité, examinez bien la majorité de ceux qui sont élus. Ce sont ceux qui ont presté dans le pouvoir passé. Ce sont ceux-là qui reviennent. C'est toujours eux. C'est toujours eux qui sont aux affaires, qui détournent l'argent, ils mettent un peu de l'argent de côté pour les prochaines élections, pour pouvoir corrompre, pour revenir. C'est ça le mécanisme. C'est pour ça, ça c'est vraiment, moi je dis, c'est au président de la République de taper de poing sur la table, de mettre un halte là. Le président l'avait dit qu'il a condamné, il avait mis en garde sur la corruption, avant même les élections. Bon, moi j'estime que il doit être face à sa conscience maintenant, voir ce qui s'est passé et prendre une décision. Je suis désolée. Parce que si la Cour, les juges font semblant de condamner 1 ou 2 ou 3 sénateurs et députés pour faire bonne figure, montrer à la population, voilà, nous avons condamné, on a invalidé certains. Moi, je trouve que c'est tout simplement nous mettre un peu de la poudre, oui, voilà, pour nous impressionner, nous faire croire qu'il s'est passé quelque chose. Moi, personnellement, je pense que ces élections doivent être vraiment annulées. Ça doit être annulé. Je ne vois pas un sénateur ou un député provincial qui peut lever la main, dire que non, moi, j'ai voté sans être corrompu. Ou bien un sénateur dire non, j'ai été élu sans corrompre. Non, ça je suis désolé. Eux tous sont trempés là-dedans. Tous. Et les autorités le savent. Ils le savent. Donc ils prennent des décisions. Voilà. Ceux qui disent c'est la motivation, c'est scandaleux. J'ai entendu, j'ai suivi même certains débats de certains qui disent que la motivation, c'est scandaleux qu'ils puissent tenir un tel langage. C'est prendre des gens pour des imbéciles. Et nous ne sommes pas des imbéciles. Je suis désolé. Ça s'appelle de la corruption. C'est tout.
C'est ce qui s'est passé. Parce que si on voulait soi-disant motiver, ça se fait après. Vous avez fait du bon travail, vous avez voté en âme et conscience, ok, on vous remercie, voilà, je vous donne tel cadeau. Ça peut se faire après, mais ça s'est fait avant. Mais ça, c'est prendre les gens pour qui? Et trouver encore des arguments, se défendre, tout ça. Mais finalement, je me dis, mais ce pays va où? Quelle est la moralité que nous léguons à nos enfants? Quand vous remarquez bien, tout ça a commencé depuis le Congo-Zaïre. Et ça va crescendo. Ça ne fait que monter, monter. Nous allons jusqu'où? Il faut que quelqu'un tape de poing sur la table et mette fin à ça, à cette récréation. Madame Anne-Marie, par rapport à cette élection, j'aimerais que nous tablions plus sur les élections des sénateurs dont vous étiez candidate. Aujourd'hui, nous constatons que c'est comme si le prestige du Sénat a été démoli. Ça va vraiment terni. Un jeune homme, une jeune femme qui n'a pas travaillé, on le trouve au Sénat, 35 ans, moins de 30 ans au Sénat, parce qu'il est fille d'eux, fils d'eux, parce qu'il est un peu, il vit un peu dans la bourgeoisie, il sait acheter le voix. Est-ce que vous ne voyez pas que non, le Sénat a perdu ses prestiges? C'est devenu un business. Pas de parcours professionnel. Oui, voilà, c'est devenu un business, une affaire de famille. Une même personne qui a les moyens se présente à tous les postes. Ses suppléants sont ses membres de famille. Une fois qu'il quitte ce poste-là, c'est le membre de famille qui vient remplacer. C'est un business. Et je me dis, il n'y a que le président de la République pour mettre un halte à tout ça. S'il ne réagit pas, ça va continuer. Ça va continuer. Il doit réagir, je suis désolée. C'est par là. Et vous entendez dans la population condamne ça, est en train de décrier ça. Et on laisse faire. Hein? On fait comme si... Et je parie, hein, vous allez voir. Les juges vont faire un semblant de... On va... condamner certains, quelques-uns, pour dire qu'ils ont fait du travail. Alors que c'est tout le monde qu'il faut mettre de côté. Je suis désolée. C'est tout le monde qu'il faut mettre de côté. Ah. Quel est d'abord le rôle d'un sénateur? Le rôle d'un sénateur, c'est pratiquement le rôle d'un député. C'est légiférer. Il doit légiférer, il doit vérifier ce qui se passe dans le gouvernement, donc interpeller quand ça ne va pas, entendre et montrer que ça ne va pas. Et la justice suit fait son travail. Et aussi, un rôle aussi effectivement très important, c'est voter le budget de l'État. C'est ça vraiment les rôles. Et lorsque certaines opinions disent que le Sénat est en train de bousiller le trésor public pour rien, ne fait rien, donc on doit supprimer le Sénat, qu'en dites-vous? Moi, effectivement, j'en parlais aussi, je suis de cet avis, même les assemblées provinciales, moi je pense que le pays étant en difficulté, je pense qu'il fallait mettre un bémol dans toutes ces assemblées, garder que l'Assemblée nationale, et quitte à, bien sûr, plus tard revenir là-dessus. Là, vous voulez une chose sans contraire, non? Parce que vous étiez candidate sénatrice. J'étais candidate et j'avais tout un programme pour condamner tout ça, en dedans. Parce que je me dis, quand vous êtes en dehors, on dit, oh, elle dit ça parce qu'elle n'était pas élue, parce qu'elle n'est pas dedans. J'allais vraiment faire la surprise à ma population, au peuple congolais, tout en étant dedans, de nous condamner ce que nous étions en train de faire. Ah, c'est ça. Donc le Sénat ne joue absolument rien dans le pays? C'est pas ne joue rien. Ça joue quand même un rôle, mais pour l'instant, on peut mettre un bémol là-dessus. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Le pays a d'autres urgences. Et qu'en dites-vous par rapport à ceux qui ont fait le cumul? Je condamne ça. C'est immoral, c'est indécent. Fifi Masuka, elle est élue gouverneure. C'est immoral, c'est indécent. Nationale, sénatrice.
députée provinciale et conseillère communale. Ouais. Tout ça, c'est pour avoir des élus dans... L'Union sacrée, vous n'êtes pas un modèle. Hein? C'est pour avoir des élus dans son parti politique, comme étant, elle s'estime populaire, elle accumule tous ces postes-là. Bien sûr, elle ne va pas les assumer, elle va les céder à ses suppléants. Et ça fait plus d'élus dans son parti politique. C'est ça le stratagème. Mais le problème, c'est que si au moins on mettait comme suppléants des personnes valables du parti qui sont actifs dans le parti, on peut encore laisser passer. Mais quand on se retrouve à avoir des suppléants, des membres de famille, c'est là où je trouve ça indécent. C'est vraiment indécent. Mais le comble est que ce n'est pas aussi interdit par la loi. Malheureusement, non. Par exemple, nous, dans notre... Ce qui n'est pas interdit est permis. Oui, ce qui est, nous, dans notre association CAFCO, la cadre de concertation des femmes congolaises, nous avions fait une étude là-dessus. On avait fait des propositions à l'Assemblée passée pour qu'on annule tout ça. Mais comme ceux qui allaient examiner ces propositions et voter cela, c'était les députés eux-mêmes, qui étaient eux-mêmes concernés dans ça. Bien sûr, ils ont rejeté nos propositions. Ils ont rejeté. Alors, que pouvez-nous attendre de ces élus? Moi, j'avoue que je n'attends pas grand-chose. Je vois déjà ce qui s'est passé au niveau de l'Union sacrée pour l'élection du candidat de l'Union sacrée au perchoir de l'Assemblée nationale. J'ai entendu qu'il y a eu des députés eux-mêmes qui nous racontent que l'argent a circulé, tout ça. Donc je me dis, qu'est-ce qu'on peut attendre encore d'eux? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Et il y a eu même un communiqué fait par Mbosso que les élections de bureaux définitifs aura lieu à la date ultérieure. Pourquoi freiner les pays jusqu'à ce niveau? Ils savent ce qu'ils recherchent. Je vous ai dit, c'est un business. Ce n'est pas la politique, donc l'étude de trouver des solutions pour le pays. C'est pas ça. C'est pas ça. Pour la population, c'est pas ça. C'est un business pour un clan. Un clan qui sont là, qui prennent en otage tout le reste. Où va le pays alors? Tout le reste, et ils font leur business. Où va le pays avec ce système? Si ça continue comme ça, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. Parce que ça, je le dis à la suite de mon voyage à l'intérieur du pays. Quand je vois la Lomami qui a voté pratiquement plus de 90% de président de la République, je me suis intéressée à questionner la population, à être dans la population, mais j'étais abattue. Et je me suis ressaisie vite, je me suis dit non, il faut interpeller le chef de l'État, il faut qu'il agisse vite. Il ne doit pas se laisser prendre en otage par ces politiciens, soi-disant politiciens. Il doit réagir. Parce que seul, effectivement, il n'y arrivera pas. Il faut qu'il ait vraiment des hommes et des femmes valables autour de lui. Mais si quelques personnes le prennent en otage et qui se laissent prendre en otage, ça ne va pas aller. Donc, il doit réagir. Il doit réagir. Et je n'hésiterai pas à parler, à interpeller, jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles du président de la République. Il doit réagir. Sinon, on est en train de l'enfoncer dans un gouffre et le pays avec. Le pays avec. Le comble aussi que le chef de l'État est trop lent aussi dans ses décisions. Pendant que les choses sont pires, il est là. Peut-être il fait des promesses, il fait des voyages. Bon, il fait des voyages pour chercher des solutions. Ça se veut, le pays est en guerre. Il faut vraiment que nous trouvions des solutions. Que cette guerre puisse cesser. En ce moment, à l'Est, la population souffre énormément. Énormément. Il avait promis moindre escarmouche. Et je sais qu'il s'en réjouit pas du tout. Je sais qu'il n'endort pas. C'est un être humain, ça c'est sûr, qui n'endort pas pour tous ces problèmes-là. Mais il faut qu'il trouve des hommes et des femmes valables pour l'épauler à ce que nous puissions aller de l'avant. Nous puissions aller de l'avant.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de bons programmes? De bons programmes, en général... de bons programmes, de bonnes décisions. En général, le Congo a toujours eu de bons programmes, mais c'est à l'exécution où ça fait défaut. Et quand les gens exécutent mal, on ne sait pas sévir pour attirer l'attention de ceux qui vont venir pour ne pas recommencer la même chose. Donc c'est un éternel recommencement. Je prends seulement la route de Bujimaï-Kabinda. Les 35 derniers kilomètres, c'est... Non, c'est à vous de demander comment est-ce qu'on peut avoir une route comme ça dans un pays. Et il y a eu des dirigeants. Et même du temps du régime passé, on a eu à sortir des fonds pour ces routes. Mais ça n'a pas été fait. Et ces mêmes personnes refont ces routes et ont bonne conscience. Et ils vont là-bas pour aller se faire élire. Il faut sévir. Tant que la justice ne va pas faire son travail, ça va continuer. Il y a eu élection de gouverneurs un peu par-ci, par-là, donc partout, mais sauf qu'à l'Équateur, il n'y a pas encore gouverneur. Le gouverneur n'est pas encore élu. Certaines personnes, semble-t-il que, je parle au conditionnel, que c'est le ministre Kazadi serait derrière ça. Il veut à ce que l'ancien gouverneur revienne. Vous ne voyez pas que ce sont les mêmes choses qui engendrent les mêmes effets? Non, ça c'est certain, c'est ce qu'on déplore. Il faut que le président tape des poings sur la table, dire que la récréation est finie et que la justice fasse son travail. Si la justice est incapable de faire son travail, on chambarde la justice, on change les personnes, on met des personnes valables qui puissent appliquer la justice, rien que la justice. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est le travail du chef de l'État. Personne d'autre peut faire ça à sa place. C'est à partir de ce travail qu'au bout de 5 ans, on va juger son mandat si ça a été, s'il a réussi ou pas. C'est ça. Ça, c'est vraiment le travail du chef de l'État. Personne d'autre peut faire ça à sa place. Que pouvez-vous attendre du gouverneur, l'actuel gouverneur Daniel Bumba? J'avoue, je ne le connais pas. Et j'essaie de m'intéresser, voir qui il est, parce que je suis quand même ici. Non seulement pas parce que je suis à Kinshasa, mais c'est mon pays. Kinshasa fait partie du Congo, donc je m'intéresse. Et même en tant que femme politique, on va petit à petit voir que ce qu'il va produire, ce qu'il vaut. On va voir si on peut lui prêter main forte. Nous le ferons, c'est notre pays. Et nous allons aller... Et nous allons après juger son bilan. Madame Anne-Marie Makombo, c'est un exemple. Vous êtes nommée conseillère politique du gouverneur Daniel Bumba. Qu'est-ce que vous apporterez comme conseil qui fera ce que ça soit son cheval de bataille pour qu'il réussisse son mandat? La corruption doit cesser. Il doit mettre des gens d'abord intègres autour de lui. Et on doit refaire la ville de Kinshasa, la salubrité, les routes, pour que les embouteillages puissent s'arrêter, mettre de l'ordre dans le code de la route et être impitoyable devant les récalcitrants. Et le phénomène Kuluna, c'est sûr que dans les Congolais, dans certains Congolais, il y a des spécialistes qui ont qui savent comment faire pour diminuer tant soit peu ce phénomène de Kuluna, faire appel à eux et y travailler pour que le phénomène puisse diminuer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire à Kinshasa, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Hein. Les érosions, voir... de transport en commun. Oui, voilà, voir là où les gens construisent. Si c'était là qu'il fallait construire, si c'est dans les normes. Et comme vous dites, vous avez dit les femmes maraîchères aussi. Il y a beaucoup à faire. Et faire vraiment, et ça va réussir qu'en choisissant des hommes et des femmes intègres. Le problème de notre pays, l'argent est là,
on sort les moyens et les moyens se volatilisent, on ne sait pas où ça part et on ne punit pas, on ne sévit pas. On fait du bruit un peu pendant un moment et puis après ça se tasse et puis on oublie. Et rebelote, on recommence à zéro. Voilà, c'est ça le problème de ce pays. Et c'est pour ça que tout le monde se permet de faire ce qu'il est en train de faire. Tout le monde se permet de faire ce qu'il est en train de faire. L'argent est là, on met l'argent dans les comptes personnels. Non, c'est inimaginable. Par rapport à cette question de l'assainissement de la ville de Kinshasa, est-ce que la démolition aussi c'est une stratégie? Moi, je trouve que c'est pas une stratégie. J'ai assisté à des scènes, je vois, avec beaucoup de spectacles. On va dans un quartier. Voilà, on va dans un quartier, on démolit tout ça. Et puis, bon, on vient. Non, et puis après, ça se termine en queue de poisson. Hein? En queue de poisson, c'est terminé. On a fait des problèmes à des familles qui savent plus où vivre. Il y en a même qui ont des crises cardiaques à cause de ça. On part tout fier. Allez, on vient de démolir, on vient de mettre de l'ordre. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on vous demande. Hein? Allez, par exemple, dans les quartiers chics, à la Gombe, comment aussi on est en train de construire en désordre? On construit en désordre. Quand vous voyez même des immeubles où là, il y a des fenêtres, c'est côte à côte. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on demande? Hein? Est-ce que c'est ça vraiment les constructions? À l'époque, on avait des normes. Par exemple, dans un quartier, on dit, dans ce quartier ici, il n'y aura que des maisons à bas niveau, donc pas en étage. Dans tel quartier, ce sera que des maisons en étage. Il y avait des normes qu'il fallait respecter. Maintenant, c'est du n'importe quoi. Là, on laisse faire parce que ce sont les gens qui ont des moyens, qui ont payé, qui ont fait d'ailleurs leur business, hein, qui ont payé ce qu'il fallait payer, qui ont corrompu ce qu'il fallait faire, qui ont corrompu comme il fallait, comme les autres attendaient, et voilà, on les laisse. Mais on va attaquer ceux qui n'ont pas de moyens, on démolit, allez, on y va là comme des oraux, allez, on vient de faire un travail. Mais non, arrêtez ça. C'est de la comédie. C'est pas ça qu'on attend. On allait faire quoi? À la place de la démolition, on allait faire quoi? D'abord, moi, je pense qu'il fallait, parce que toute personne, avant de construire, a une autorisation. Il fallait interpeller d'abord les bourgmestres. Même si le bourgmestre n'est plus en fonction, il fallait le chercher. Il fallait le chercher. Hein? À telle époque, comment on a donné une autorisation pour construire? Vous avez donné une autorisation. Je suis désolée. Ce sont ces gens-là au préalable qu'il faut... Oui, mais on va, à la fin, là... On va prendre le pauvre comme un paysan ou la pauvre personne pour condamner. Condamner d'abord l'autorité qui a donné l'autorisation de construire. C'est ça. J'aimerais revenir encore en arrière quand vous avez soulevé cette question de corruption, par rapport toujours aux élections. Parce que vous avez besoin de voir, selon vous, à la place d'argent, de biens matériels, qu'est-ce que les députés provinciaux peuvent-ils demander? Parce que vous condamnez tout, c'est la corruption, c'est pas la motivation. Qu'est-ce qu'ils peuvent demander? Parce qu'on a toujours dit qu'il n'y a rien pour rien. Hein? Je suis désolée. Ils doivent rien, alors j'insiste, rien demander. Si vous étiez député provincial, quelqu'un est venu vers vous pour on ne doit rien demander. Vous devez plutôt entendre la personne. Qu'est-ce qu'il propose? Il vient demander ma voix. Qu'est-ce qu'il compte faire? Quel est son programme? S'il arrive à me convaincre, je lui donne ma voix. Ah. C'est pour ça que le peuple aussi m'avait élu. Pour que je puisse élire à mon tour des bons dirigeants pour le pays. C'est pour ça. Mais attendre quelque chose, mais non. Effectivement, vous voyez que c'est devenu dans la mentalité. Hein? On trouve ça normal maintenant. On m'a élu, et j'ai dépensé mon argent, on doit me rembourser mon argent. Mais non, c'est pas ça. Ça s'appelle de la corruption, tout simplement. Ah. On ne doit rien demander. Je suis désolée. On ne doit rien demander. C'était les élections en 2018, si je ne me trompe pas. Il y a une candidate gouverneur de chez moi là-bas, au Nord Bangui, dont je tais les noms.
elle avait remis l'argent aux députés provinciaux. Malheureusement, les députés provinciaux ont reçu encore l'argent chez une autre personne qui était plus par rapport à ce la dame leur avait donné, mais après, ils étaient en insécurité. Je vous dis, mais c'est arrivé aussi là où j'étais dans la Lomami, oui. On a même tabassé une députée. Hein. On l'a tabassée. On l'a rossée. Que faire pour en réclamant l'argent. Pour éradiquer cette immoralité-là qui a vraiment accru dans. Je dis, je ne cesserai de le répéter, le président doit alors frapper fort. Taper de poing sur la table. Moi, si j'étais à la place du président, pour vraiment marquer le coup, annuler ces élections. Faire maintenant appel à des juristes qui peuvent maintenant le conseiller. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ou bien on annule complètement, on met un bémol là-dessus, ou bien qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport, d'ailleurs par rapport à la Constitution, ils ne sont plus en phase avec la Constitution parce qu'il y a eu corruption. Donc on annule. Et maintenant on étudie qu'est-ce que nous allons faire. Ça allait passer un message fort à tout ce monde-là et à la population. Se dire, plus rien ne sera comme avant. Mais là, on condamne. Avant les élections, non, on met en garde sur la corruption, ceci, cela. Les gens savaient parler, vous n'en ferez rien. C'est ce que les gens se sont dit. Et effectivement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. On doit taper sur les poings sur la table et changer tout ça. Là, ça sera vraiment un message très fort. Madame Anne-Marie, parle un peu sur la révision de la Constitution. Une question qui fait déjà le tollé sur les réseaux sociaux. Nous voulons un peu savoir, vous êtes pour le changement de la Constitution ou pour la révision de la Constitution? Non, il faudra bien nuancer. Oui, je suis pour la révision de la Constitution. Donc ça veut dire, moi, par révision, j'entends changer quelques articles. Ouais. Lesquels? Par exemple, sur la nationalité, sur les conditions pour être candidat à la présidence de la République, sur le mode de vote des gouverneurs et des sénateurs, et sur comment je dirais ça, le fait que le pays maintenant est nous avons 26 provinces au lieu de, à l'époque c'était 11. Oui. Donc sur tout ça, j'aimerais, et sur effectivement la composition aussi de la ville de Kinshasa, j'avais déjà commencé à faire une étude là-dessus à l'époque en me disant, si je suis élu, moi je présenterai ça. Je trouve la ville de Kinshasa est immense. On devra avoir un système de mairie, oui. La ville de Kinshasa est vraiment immense. Oui, oui. Donc voilà, il y a plein de petites choses. En parlant de les conditions pour être candidat président de la République, quelles sont les conditions valables? Le président de la République doit être de père et de mère congolais. Moi, ça, j'ai toujours été pour ça. J'ai toujours défendu ça bien avant la fameuse, comme on dit, la fameuse loi Tchane. On a un Congolais de père et de mère à la tête du pays, mais les choses n'ont pas changé. Les gens crient à la détresse. Ça, c'est autre chose. Ne mélangeons pas les choses. On ne dit pas parce que nous aurons un Congolais de père et de mère que les choses vont changer. Nous avons d'abord, en premier temps, un Congolais de père et de mère qui est candidat. Il est candidat. Si ça ne va pas, on le change. Mais on prend un autre Congolais de père et de mère. C'est pas parce qu'un Congolais de père et de mère, ça ne va pas, qu'on va prendre un Congolais, un soi-disant étranger pour être candidat dans notre pays. Non. Un Congolais de père et de mère. Ça, moi, je n'en démords pas. Et c'est depuis toujours, j'ai toujours dit ça. J'avais fait d'ailleurs une émission dans le temps là-dessus, là où j'avais donné même l'exemple d'un de mes fils. Moi, j'ai mon premier fils dont le père est un Camerounais et je lui ai toujours dit qu'il est hors de question de penser un seul jour de faire la politique dans ce pays. C'est mon fils que j'ai mis au monde, mais je lui ai toujours dit ça. Et je lui ai dit d'ailleurs, tu te lances dans la politique au Congo, ton premier adversaire, ce sera ta mère. Pourquoi? Je ne serai pas d'accord.
bon, ça sera assez long d'expliquer ici, mais c'est suite à une scène qui était arrivée un jour. Le Congo se disputait un match avec le Cameroun. Et tous les enfants étaient là devant la télévision en train de suivre le match. Mon fils qui a été élevé ici au Congo par un père congolais qui a étudié au Congo, grandi au Congo. À ma grande surprise, tous les enfants soutenaient le Zaïre à cette époque. Qui soutenait le Zaïre et le Cameroun? C'était mon fils qui soutenait le Cameroun. Mais ça m'a interpellée. Vraiment ça. Ça m'a interpellée. Et je voyais même dans d'autres choses ses attitudes. C'est là où je lui dis, je suis désolée. Et comme moi, à cette époque, j'étais déjà en politique, tout ça, il semblait s'intéresser à ce que je faisais, comme je suis sa mère. Je dis, mon cher ami, oublie la politique. Pas dans mon pays. Tu te lances en politique, ton premier adversaire, ça sera ta mère. Là, vous avez déjà manifesté une guerre entre votre fils et vous. Ben oui. Moi, j'ai fait autre chose, mais pas la politique. Il dit, mon pays n'est pas à vendre. Mon pays n'est pas à vendre. Et plus tard, il va se retrouver, le Cameroun est en conflit avec, à l'époque c'était le Zaïre, le Cameroun en conflit avec le Zaïre. Il va choisir quoi là? Il va choisir quoi? Il faut être cohérent vis-à-vis de soi-même. Et c'est à cette époque, ça m'avait interpellé. Les gens ne me comprenaient pas. Moi, je disais non. Moi, je ne fais pas des lois sur mesure. Je fais des lois en voyant les faits et je juge en âme et conscience. Je me dis, c'est là qu'il faut aller. C'est exactement comme j'étais aussi dans un parti politique qui voulait que le candidat président de la République puisse s'éterniser, une fois président, puisse s'éterniser au pouvoir. Mon parti voulait ça. Moi, je dis non, niet. Un président de la République ne peut plus s'éterniser au pouvoir. Comme nous avons vécu avec Mobutu 33 ans. 32 ans. Oui, 32 ans. Je dis non, impossible. Un président est élu pour un mandat renouvelable une seule fois. Si c'est passé au Parlement sans me vanter, c'était grâce à moi. Ça sera encore très long pour expliquer. J'ai joué un grand rôle pour que cet article-là puisse passer au Parlement. Et c'est comme ça, grâce à cela, nous avons aujourd'hui fâché au pouvoir. Parce que le président passé, on allait l'avoir encore jusqu'aujourd'hui, si nous n'avions pas eu cette disposition dans notre Constitution. Donc, moi, je ne fais pas des lois parce que, sur mesure, parce que ça m'arrange, parce que mon camp veut ceci, je dois être loyal à mon camp. Quand ça ne me convainc pas, ça ne me convainc pas. Essayez de me convaincre. Vous n'arrivez pas à me convaincre, je n'irai pas dans ce sens-là. Je suis désolée. C'est ce que je disais même aux députés provinciaux. Il y en a un qui a osé me dire, non, je suis loyal dans mon parti, et mon parti a voulu tel candidat, un candidat vraiment bidon, que je préfère ne pas citer le nom, mais mon parti a été... Moi, je dis, mais si moi j'avais raisonné comme ça à l'époque, je ne pense pas que nous aurions eu cet article l'article 70 dans notre Constitution. Nous n'aurions pas eu ça. Il faut voter en âme et conscience. C'est ça un député. Alors, ou un sénateur. Quelle autre condition par rapport à ce principe? Autre condition? Parce que vous avez parlé sur être congolais des pères et des mères, et puis quoi d'autre? Pour changer pour la Constitution? Non, par rapport à être candidat président de la République. Oui. Vous avez soulevé cette condition, être congolais des pères et des mères. Oui. Et à part ça? Oui, l'âge de 35 ans, on parle dans notre Constitution, je trouve que c'est un peu trop jeune. C'est 35 ans ou 30 ans? Quelque chose comme ça. Oui, voilà. L'âge, c'est un peu trop jeune. Je trouve qu'on n'est pas assez mature. Je vois même en France, Macron a été élu très jeune, hein. Les bêtises qu'il fait là, moi je mets ça à cause de son âge. Quand on a un certain âge, on a une certaine maturité. Oui, on acquiert quand même une certaine maturité. Donc pour moi, c'est 45 ans. 45 ans, ça l'âge je changerai. Et passer au suffrage universel devant le peuple, alors, ça, je suis d'accord. Oui, le niveau d'études, il faut quand même avoir une certaine expérience. Il y a le niveau d'études ou bien il y a l'expérience. L'expérience compte. Hein. Parfois, on a, par exemple, je prends encore l'exemple malheureusement de la France, nous avons eu
Béret, oui, il s'appelait Bérégovoy. Je crois que c'est Bérégovoy, si je ne me trompe pas. N'avait que le niveau du baccalauréat, mais il a été un excellent politicien, un excellent responsable. Donc, c'est l'expérience. À force d'avoir de l'expérience, on apprend. Et je vois même ça par nos parents. Je vois ma mère. Ma mère qui a fait que... Elle avait fait une histoire, 4 ans d'études primaires, mais c'était une femme qui était vraiment très intelligente. Hein, très, très intelligente. Qui a fait des grandes choses. Ah. Donc, c'est à force d'expérience, elle apprenait. Elle savait être très observatrice. Donc, l'expérience ou les études, oui, ça, je suis d'accord. Donc, ça reste tel quel. Alors, lorsque certaines opinions pensent qu'il faut changer l'article 220, revoir les mandats du chef de l'État, au lieu de 5 ans, à 7 ans. Non, 7 ans, je suis contre. Alors là, je suis absolument contre. Si on ne peut pas faire quelque chose dans 5 ans, je ne vois pas comment on le fera dans 7 ans. Ça, si on ne peut pas faire, réaliser un programme dans 5 ans, je ne vois pas comment on le réalisera dans 7 ans. Ça, ce sont des gens qui veulent tout simplement s'éterniser au pouvoir pour se prélasser. Non, pour moi, c'est 5 ans. Même 4 ans. Dans 4 ans, on peut faire beaucoup. Donc, je ne suis pas d'accord avec 7 ans. Pas du tout. Est-ce que la révision de la Constitution est vraiment, comment je veux dire, est vraiment urgente? C'est urgente ou c'est une priorité? Je trouve qu'elle est quand même urgente. Vu ce qui se passe à l'Est, on doit y mettre de l'ordre. Nous avons trop des gens qui ne sont pas des Congolais, qui se font passer pour des Congolais, qui veulent absolument diriger ce pays. Donc c'est la Constitution qui empêche qu'on puisse réagir lorsqu'il y a la moindre escarmouche? Non, pas du tout, pas du tout, c'est pas ça. Et alors? C'est pas ça. Non, 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 il ne faut pas mélanger les choses. Vous m'avez dit que si c'était urgent, c'est urgent. Pour l'instant, nous avons un nouveau Assemblée nationale, donc un nouveau Parlement et Assemblée nationale et Sénat. C'est dans les priorités, on doit mettre le changement de la Constitution, donc la révision de la Constitution. Ça, je suis d'accord. Il faut revoir cette Constitution pour mettre frein à tous ces étrangers qui veulent s'infiltrer et prendre le pouvoir dans notre pays. Regardez un peu le gouvernement, mais le président passé. Tous les trucs qu'il a pu infiltrer dans notre pays. C'est ça qui nous complique la tâche. Donc, nous devons nous protéger. Chaque pays se protège selon son histoire. Chaque pays se protège selon son histoire. Vous verrez, par exemple, aux États-Unis, quand bien même on est de père américain, de mère américaine, mais quand on est né à l'extérieur des États-Unis, on ne peut pas prétendre à la magistrature suprême. Parce qu'ils ont leur histoire. Ils savent pourquoi ils ont mis cette disposition dans leur constitution. Ils le savent. Donc, chaque pays a son histoire. On n'a pas venu nous imposer quoi que ce soit. Nous, selon notre histoire, nous estimons que la loi de père et de mère est prioritaire pour nous protéger. Et on ne dit pas, parce qu'on se protège, que le Congolais qui viendra, non, parce qu'il est mauvais, non, on aurait pu prendre un étranger. Ça, je trouve, c'est un raisonnement qui ne tient pas la route. Mais le comble est qu'on peut revoir la Constitution, mais nous savons la manière dont les choses se passent dans notre pays. Elle est violée à tout moment, cette Constitution. On a tous vu. C'est pour ça que nous parlons que même le président lui-même a dit la justice est malade. Ça, c'est le travail de la justice. Elle même aussi avait violé la Constitution, non? La justice est malade. Il y a le ministre qui font la gestion des affaires courantes. Ils avaient lâché l'affaire, mais c'était par rapport à un arrêt de la Cour constitutionnelle, mais un communiqué de la présidence avait... La justice, je répète encore, la justice est malade. La justice devait parler au président, dire que ce n'est pas ça la solution qu'il fallait prendre. La justice doit être complètement, elle doit être efficace, indépendante.
Madame Anne Marquis, c'est vrai que vous étiez à l'arrière-pays. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé par rapport à cette question de forage et de lapendaire? Oui, je suis au courant. Comment vous avez reçu cette nouvelle, cette situation? Ben, malgré que cette justice est malade, nous attendons que la justice puisse trancher dans cette affaire. Mais j'avoue que je n'étais pas surprise. Je n'étais pas surprise parce que je me dis, la justice ne faisant pas son travail, la justice fait son travail que pour les pauvres gens, hein, les petites gens, les petits gens. Ça, là, la justice est là. Mais quand il s'agit d'attaquer là où il faut attaquer, bon, elle est pratiquement absente, aveugle, ne voit rien. Donc, ça ne m'a pas surpris. La justice ne faisant pas son travail, bon, les gens se laissent aller. Hein, dès que y a quelque chose, hein, une dotation pour le pays pour faire ça et ça et ça, c'est de tourner, ça va ailleurs. Nous avons affaire à des gangsters dans ce pays. Mais attendons ce qu'on va nous dire, comment on va trancher cette affaire, si c'est réel, si c'est vrai. En fait, là, l'argent a disparu. Qui a réellement pris cet argent? Nous devons savoir, nous avons droit à savoir. Est-ce que vous ne voyez pas que vous, de l'Union sacrée, vous donnez des béquilles à l'opposition, au FCC qui a été insulté, tenu de tous les noms d'oiseaux, des détourneurs, de pilleurs, des assassins? Vous leur donnez des béquilles. Je répète encore, le FCC, c'était des pilleurs. C'était aussi, ils ont contribué à mettre le pays par terre. C'est pas parce qu'aujourd'hui que les choses ne vont pas qu'on va blanchir le FCC. Ça, je suis désolée. Non, vous devriez je ne blanchis pas, mais on devait faire mieux. Ça, je suis d'accord. Et ce n'est pas le cas. Je suis d'accord. Et je suis la première à condamner. Nous ne sommes pas dans notre parti un béni oui. Non. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. C'est pour ça que je vous dis même qu'aujourd'hui, nous avons cette disposition de la loi 70 dans la Constitution. J'étais à l'époque dans un parti politique, je n'étais pas d'accord, j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Je ne suis pas un béni oui. Quand ça ne va pas, je le dis. J'estime que je suis une personne indépendante, que j'ai le droit de dire ce que je pense. Personne ne m'interdira de dire ce que je pense. Voilà. Selon vous, qui peuvent détenir les ministères de souveraineté? Ministère des Finances, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense. Il y a des hommes et des femmes valables dans ce pays. On dit on reconnaît un bon chef par le choix de ses collaborateurs. Le président n'a qu'à bien regarder, il trouvera. Et il trouvera. Il y a des... Moi, je suis sur les Congolais valables, intègres. Parce que valable, c'est autre chose. Parce que quand nous voyons l'ancien ministre des Finances, c'est un homme valable qui a fait des études, qui est vraiment compétent. Nicolas Kazadi. Voilà. Mais ce qui manque dans notre pays, l'intégrité. Sans l'intégrité, nous pouvons aller nulle part. Il faut l'intégrité. Ces oiseaux rares-là existent toujours dans ce pays? Pardon? Ces oiseaux rares-là existent toujours dans ce pays? Ils existent. Je suis désolée. Les Congolais, ça existe. Ça existe. Il ne faut pas être défaitiste à ce point. Donc, les Congolais valables, intègres, il y en a. Il y en a. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des sommes faramineuses qui se volatilisent? Mais la justice, je répète encore, ne fait pas son travail. Avec un vieux là qui m'a dit, moi, la République des millions. Comme je dis, ça a commencé avec Mobutu. Et ça fait... il y a longtemps. Voilà, ça a commencé. Ce sont des habitudes qui s'acquièrent. Les habitudes ne s'acquièrent pas en une journée. Hein? On commence, on y va, crescendo. Et ça s'est empiré avec Kabila. Et maintenant, ça va encore de mal en pire. Et si on ne fait rien, le président Tshisekedi finit son mandat, un autre arrive, ça sera encore pire. Il faut taper des points sur la table. Taper des points, dire halte là, la récréation est terminée. Les choses sérieuses commencent. Il faut arrêter. Regardez même quand vous élevez un enfant. Vous le laissez faire ses petites caprices, ça va en augmentant. Hein? Et après, vous devenez l'esclave de votre enfant. C'est ce qui se passe au Congo. C'est ce qui se passe. Le président doit taper sur la table,
dire c'est terminé. La récréation est terminée. Madame Anne-Marie Macron, nous tendons vers la fin, mais j'aimerais que nous revenions un peu en arrière par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Vous étiez au courant qu'il y avait eu des primaires, non? Oui. Vital Kamerhe a été élu par rapport à ce système de primaire. C'était la première fois. Mais tout d'un coup, on devrait avoir des élections, mais on a repoussé une date ultérieure. Ça insinue quoi? Vous êtes politique. Ça insinue tout simplement que le pays va mal et que le président doit se ressaisir. Je me répète encore, mais le président doit se ressaisir. Le pays va mal. Les gens sont là, font de la politique maintenant un business. Ils sont là à chercher leurs petits intérêts égoïstes sans penser à la population. Hein? Si vous voyez, en 24 heures, prenez seulement l'exemple d'une famille en 24 heures, comment cette famille vit, ça donne envie de pleurer. C'est très triste. Et à l'arrière du pays, c'est encore pire. C'est encore pire. Des scènes que j'ai vues à l'arrière du pays, c'est vraiment triste. Et ça montre tout simplement, ils n'ont pas d'intérêt dans tout ça. Ils ont que leur intérêt égoïste là. Nous avons tel nombre de partis politiques et tel nombre d'élus, nous devons avoir tel poste, nous devons avoir. Ce n'est que ça qui les anime, ce n'est que ça qui les motive. C'est soi-disant leader. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Et on va laisser des gens compétents au bord de la route pour aller faire des petites combines entre eux, pour mettre des gens de je ne sais quoi. C'est ça. Quand je vois ça, j'ai même pitié pour la première ministre. Va-t-elle réussir avec ces crabes qui sont là à s'accrocher? Je ne sais pas. La situation de vie sociale devient intenable. Que faire pour sortir de ce gouffre? Ben justement, il faut que le président se ressaisisse. Il a encore une chance. 4 ans, oui, 4 ans et demi. Il lui reste 4 ans et demi. Il a encore une chance. On est en pleine émission, mais nous travaillons sous le groupe électrogène. Il n'y a pas moyen que le split puisse fonctionner. Voilà comment nous transpirons toutes deux et sur le plateau. Il y a beaucoup de menaces dans les états-majors de l'Union sacrée, qu'il y en a, vous avez vu, certains qui n'ont pas eu gain de cause, allez, ils ont regagné, ils sont allés chez Nanga. C'est là où je trouve que le Congolais a un petit esprit, Ils sont mesquins. On sent pourquoi ils étaient là, que pour leur petit intérêt. Vous n'avez pas, nous ici, nous sommes là. En quoi on a démérité pour être nulle part? Nous sommes nulle part, mais nous sommes toujours là. Jamais pour un seul instant je vendrais mon âme, je vendrais mon pays en allant rejoindre l'ennemi. Jamais, au grand jamais. Aussi, non? Pardon? La frustration entraîne aussi ce genre de réaction. Non, jamais chez moi, jamais. C'est une question d'intégrité, d'éducation. Non. Mais tout ça, la majorité, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. J'aimerais que vous disiez un mot par rapport à l'interpellation du cardinal Ambongo à la justice congolaise. Cardinal Ambongo, je trouve, il outrepasse ses prérogatives. Comment ça? Ouais. C'est pas un homme de Dieu, je suis désolée. C'est un homme aigri. Ah bon? Il est aigri. On sent quand il parle, il est aigri. Il y a quelque chose qu'il voulait avoir qu'il n'a pas. C'est un homme aigri. Vous savez, moi, je n'ai jamais baptisé mes enfants. Je suis catholique de par mes parents. Je n'ai jamais baptisé mes enfants parce que je me disais, je voulais que mes enfants soient libres de choisir eux-mêmes leur on dirait plutôt leur religion. Grand, effectivement, mes enfants ont choisi d'être catholiques. Et ils se sont fait baptiser eux-mêmes. Mais maintenant, tous mes enfants ont quitté le catholicisme. Ils ont dit, mais c'est pas ça. Parce que, disons que c'était à cause du cardinal Ambongo? Ambongo et certains prêtres, parce qu'ils ont étudié à la faculté catholique.
des choses qu'ils ont vues. Et maintenant encore, avec Amongo, c'est pas ça. Amongo est un homme aigri. Il est aigri, je suis désolée. Et quand on est aigri, qu'on a des ressentiments en soi, on fausse les jugements. Donc ces jugements sont vraiment faussés. Moi, c'est un homme que, quand je le vois, j'ai pitié de lui, Amongo. Il me fait pitié. Il me fait pitié. Il doit s'enfermer un jour, être seul lui-même avec son Dieu. Les vérités qu'ils vous disent, non? Il doit être seul avec lui-même. Senghor a traité la Kabylie des médiocres. Vous aviez applaudi. Ah, qui vous dit que moi j'ai applaudi? Moi, je n'applaudissais pas toujours mon Senghor. Je n'applaudissais pas toujours mon Senghor. Je suis désolée. Votre mot de la fin, Madame Anne-Marie. Bon, mon mot de la fin, je dirais que le président, vraiment, c'est au président de la République que je m'adresse, doit se ressaisir. Il avait il avait mis en garde contre la corruption des élections des sénateurs et des gouverneurs. Il s'avère que nous sommes en plein dedans, Donc, qu'est-ce que le président attend pour réagir? Il doit vraiment réagir parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ça va continuer en augmentant encore. Le pays va mal. J'étais à l'arrière du pays, dans la Lomami, plus précisément à Cabinda, là où on vous avait voté, Monsieur le Président, plus de 90%, mais allez maintenant, envoyez vos hommes vraiment à qui vous faites vraiment confiance. Allez écouter ce que la population est en train maintenant de dire sur vous. Ben, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Je me dis, il est encore temps. Il vous reste 4 ans et demi. Il est encore temps de se ressaisir. Prenez des décisions pour l'instant, même si ça s'avère impopulaire vis-à-vis des businessmen là, qui se disent des politiciens. Même si ça s'avère impopulaire, prenez ces décisions pour pouvoir sauver le peuple congolais. Merci, Madame Anne-Marie, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Minouska. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue à cette émission Actu 60. Nous avions reçu Madame Anne-Marie Makombo, présidente nationale ad intérim du parti L'Alidec. L'émission était à bâton rompu, mais nous étions plus focalisés sur les élections de gouverneurs des sénateurs, dont plusieurs candidats ont crié à la corruption, entre autres Madame Anne-Marie qui était candidate aussi, elle a crié à la corruption. Merci à Enoch Kumbala, merci à Laït Moutonge. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et nos frères qui tombent chaque jour à l'est du pays et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.